Je ne sais pas s'il est nécessaire qu'un sujet psychotique soit pris en charge par un sujet névrotique. Névrosé, pour moi, ça veut dire tellement de choses. Je pense qu'il faut qu'il soit pris en charge par quelqu'un, une personne qui, bien sûr, toute névrotique elle est quand même fait un parcours, je dirais, lui permettant d'être, je dirais, capable ou en position de pouvoir s'occuper correctement des patients psychotiques. Alors ça me semble la première chose. Quand j'étais venu il y a quelque temps ici pour parler de la psychothérapie institutionnelle, par exemple, j'avais souligné que cette thérapeutique, entre guillemets, avait la particularité de faire en sorte que tout le monde pouvait se soigner ensemble. C'est-à-dire que les névrosés se soignaient aussi bien en présence des psychotiques que les psychotiques en présence des névrosés. Ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on s'occupe de patients psychotiques, ça n'est pas gratuit. Nous sommes toujours interrogés sur nos propres difficultés, nos propres failles, nos propres appréhensions, notre névrose en définitive. Si nous n'acceptons pas de travailler ces points de fragilité, il y a fort à parier que nous soyons plus dans la fuite de l'accompagnement des psychotiques plutôt que dans le soin. Enfin, moi, tout du moins, c'est ce que j'ai appris en 40 ans de carrière avec les patients psychotiques. C'est-à-dire que dans le fond, ce sont les patients psychotiques qui m'ont aidé à découvrir mes points sensibles, les points douloureux parfois d'ailleurs, qui m'ont fait prendre la décision d'un parcours analytique. Et c'est dans le parcours analytique et universitaire que j'ai pu mesurer à quel point il était essentiel pour prendre en charge les patients psychotiques d'aller faire un petit tour et de creuser un petit peu autour de notre propre névrose. Ceci dit, dans ma carrière, j'ai connu des soignants qui n'étaient peut-être pas forcément dans le champ de la névrose, et qui étaient d'excellents soignants. Peut-être parce qu'ils n'étaient pas dans le champ de la névrose, peut-être aussi. Peut-être étaient-ils plus sensibles à la perception de la souffrance des psychotiques. Voilà, donc vous voyez, mais j'ai aussi rencontré, et surtout actuellement, même si je ne suis plus que psychanalyste, je vais encore dans les institutions travailler avec des équipes, même si aujourd'hui, on peut dire dans notre pays, en France, le mot d'ordre c'est sauf qui peut devant les psychotiques. C'est-à-dire que plus personne ne veut s'en occuper, quoi. Enfin, à part quelques exceptions, nous sommes de retour vers le grand enfermement, nous criminalisons, notre pays criminalise la psychose, notamment la schizophrénie, etc. etc. Donc il y a le grand enfermement est avant tout une fuite en avant devant les responsabilités que devraient prendre tous les psys qui travaillent aujourd'hui en psychiatrie. Et malheureusement, nous assistons à un retour en arrière des plus préoccupants. C'est le moins qu'on puisse dire. D'où, comme je disais tout à l'heure, la nécessité pour s'occuper de psychotiques d'aller un peu questionner ce qui fonde notre névrose, notre singularité, d'où, conjointement à
à ce rejet du soin thérapeutique ou du soin tel que moi je le conçois avec les psychotiques, eh bien l'attaque outrancière contre la psychanalyse par exemple. Les deux vont de pair en définitive. Le grand enfermement va avec je dirais, l'énormité que subit actuellement la psychanalyse, qui a ouvert, qui est à elle seule responsable de la grande humanisation des hôpitaux psychiatriques, la grande ouverture des hôpitaux psychiatriques, et qui a donné la preuve aussi que la psychose n'était pas forcément synonyme d'enfermement à vie, mais pouvait très bien être, je dirais, avec la particularité de la psychose, est intégrée dans une société je dirais, humaine et non renfermée sur elle-même, comme c'est le cas actuellement. Voilà. Hein. Voilà ce que je pourrais dire, hein, s'il faut être bref, hein, mais je pourrais en dire beaucoup plus, bien entendu. Hein. Voilà. Là, il me faudrait beaucoup de temps pour répondre à cette question. Bon, j'entends le mot rentable, je ne sais pas à quel sens exactement vous lui donnez, mais la maladie ne peut pas être rentable. Hein, ça n'est pas quelque chose qui doit se rentabiliser. Malheureusement, c'est ce qui, dans notre pays, encore en France, toute maladie doit être rentable. Hein, c'est-à-dire que lorsqu'un sujet tombe malade, ce n'est pas le sujet qu'on soigne, c'est l'argent qu'il va rapporter. Grosso modo, on pourrait dire presque ça. Euh, la psychanalyse et la psychose, c'est un vaste sujet. Soigner les psychotiques, pour moi, je l'ai appris très tôt dans ma carrière, ne voulait pas dire guérir les psychotiques. Ça, c'est pas du tout de ça dont il s'agit. Comme une psychanalyse d'ailleurs, pour un sujet banalement névrosé, ne veut pas dire guérir la névrose. Hein. Une psychanalyse, ça veut dire trouver, advenir, hein, advenir en tant que sujet désirant, je pourrais dire pour faire bref. Dans la psychose, la psychanalyse, comme je disais tout à l'heure dans la première question, la psychanalyse a permis une ouverture, une humanisation des hôpitaux psychiatriques, mais a permis aussi une grande compréhension du syndrome psychotique ou du syndrome schizophrénique. Elle nous a permis d'aborder, de comprendre, grâce déjà aux travaux de Freud, mais aussi postérieurs à Freud, elle nous a permis de comprendre que, eh bien, chez les patients psychotiques, malgré les symptômes qu'ils pouvaient présenter, il y avait énormément de possibilités, hein, et de progrès, hein, si vous voulez, à faire concernant les soins. Hein. D'abord, premier constat, il a bien fallu qu'on comprenne que les hôpitaux psychiatriques, lorsqu'un patient y était hospitalisé depuis plusieurs années, hein, avait cette particularité de créer des symptômes, hein, qui étaient soignés, qui étaient traités par le personnel, mais les patients n'étaient plus traités du tout pour les symptômes qui les avaient amenés à l'hôpital, mais pour les symptômes qui étaient créés par l'hôpital, par l'hospitalisation, par l'enfermement, par ce qu'on appelait autrefois par la chronicisation dans des asiles, etc. etc. Lorsqu'on s'est attaqué à ça, on s'est aperçu qu'en définitive, beaucoup de patients eh bien, pouvaient apparaître sous un autre jour à condition d'y mettre du nôtre. Hein, c'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai appris moi par exemple avec les psychotiques, c'est
en les accompagnant, en les sortant de l'hôpital, en faisant des tas de choses avec eux. Moi, ce sont les psychotiques qui m'ont appris à faire du ski, ce sont les psychotiques avec qui je suis allé faire des vendanges avec des psychotiques, je suis allé faire le tour des randonnées dans la montagne avec des psychotiques, je suis allé découvrir la Grèce antique avec des psychotiques. Et c'est grâce à ce travail que j'ai compris, avec bien sûr d'autres collègues, que dans le fond, l'hôpital psychiatrique nous trompait quant aux symptômes des patients, et il nous trompait tellement que dans ces temps extérieurs à l'hôpital, nous pouvions découvrir une personne tout à fait autre, tout à fait différente, mais avec cette particularité, c'est que dès que nous rentrions à l'hôpital, le lendemain, elle présentait exactement les mêmes symptômes, comme s'il ne s'était rien passé pendant les séjours que nous avions passés ensemble. Donc, vous voyez à quel point le psychotique a la capacité de pouvoir s'adapter et masquer un certain nombre de symptômes à l'intérieur d'une institution totalement aliénante, totalement maternante, dans lequel il ne peut exprimer aucun désir. Pour ça que je suis toujours un grand défenseur de la psychothérapie institutionnelle, parce qu'au moins cela permettait aux patients de pouvoir exprimer un certain nombre de choses les concernant, disons. Voilà. Donc, il n'est pas question de parler guérison. Il est question pour moi d'exploiter les capacités, les potentialités d'une personne et de trouver avec elle une espèce de modus vivendi qui lui conviendrait pour vivre dans un monde qui lui est quand même qui est quand même pour elle très inquiétante, très angoissante, voire très agressif. Donc à nous de trouver avec lui ces modes d'accompagnement qui vont faire en sorte que, eh bien, il puisse, dans la singularité qui est la sienne, trouver un mode de vie qui lui convienne, qui n'est pas forcément celui de Monsieur Tout-le-Monde, mais qui est des modes de comportement qui sont les siens et qui lui permettent de vivre sans pour cela passer des années à l'hôpital, comme on le revoit actuellement. La semaine dernière, j'étais encore dans un hôpital où les infirmiers, enfin ce ne sont plus des infirmiers d'ailleurs, ce sont des aides-soignants, parce qu'il y a une déqualification actuellement du personnel qui est tout à fait scandaleuse. Il me disait, mais les patients tournent en rond, fument cigarette sur cigarette, ne savent pas quoi faire, donc donnent des coups de poing dans les murs, etc. etc. Je revois actuellement ce que j'ai connu il y a 50 ans. Voilà, exactement, puisque moi je suis rentré dans les hôpitaux psychiatriques en 1962, donc il y a 52 ans. Je revois exactement aujourd'hui ce que je voyais il y a 52 ans, comme s'il ne s'était rien passé. Alors que nous avons acquis un savoir-faire tout à fait exceptionnel, un savoir-faire qui est en train de se diluer, de se perdre. Il y a encore quelques îlots de résistance, bien entendu, mais qui ne se transmet plus. Et aujourd'hui, le retour, comme je disais tout à l'heure, au grand enfermement est avant tout un retour à la peur de la pathologie, à la peur de la maladie. On enferme, non pas parce que le patient est dangereux, ça je n'y crois absolument pas, on enferme parce qu'on a peur d'aller soigner les patients psychotiques. On a peur, dans le fond, de les prendre correctement en charge. Alors voilà, la psychanalyse, moi, m'a appris tout cela. Quand je dis ce sont les psychotiques qui m'ont envoyé sur un divan de psychanalyse, c'est bien parce qu'à un moment, je me suis dit, si tu veux continuer à faire ce boulot, mon vieux, il faut que tu te prennes en charge, parce que les psychotiques, ils ne te font pas de cadeaux, ils tapent là où ça fait mal, et eh bien, je suis allé interroger cela, comme beaucoup à cette époque le faisaient, et ce qui m'a permis de prendre un autre virage et de regarder eh bien, la psychose avec un œil différent et de me comporter différemment avec la psychose, c'est-à-dire que je n'étais plus dans des jugements de valeur, j'étais dans
dans un questionnement. Pourquoi il se passe ceci? Pourquoi en est-il là? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Comment on pourrait faire jaillir quelque chose de chez lui, etc. etc. Et donc, aujourd'hui, je peux dire qu'on a, dans ma carrière, j'ai vu des dizaines de patients psychotiques pouvoir évoluer dans une société avec leur souffrance, parce qu'on oublie toujours que ce sont quand même des gens en grande souffrance. Hein. Ce ne sont pas que des gens fous, que des gens qui dérangent, ce sont des gens avant tout en grande souffrance, qui sont traversés parfois par des angoisses mortifères que je ne souhaite à personne d'ailleurs. Hein. Il faut bien qu'ils composent avec. Quand on est traversé par cette souffrance, il ne faut pas s'étonner si la personne ne peut pas sortir de son lit ou a beaucoup de mal à se rendre à ses rendez-vous, etc. C'est à nous de comprendre ça et puis d'essayer de trouver des modes d'accompagnement pour les aider à dépasser cette souffrance qui est souvent toujours liée à une angoisse, à faire tomber l'angoisse pour pouvoir recréer un dialogue avec eux, etc. etc. C'est ça, traiter les psychotiques. C'est-à-dire qu'une société humaine, c'est une société qui devrait aujourd'hui tout faire pour favoriser l'intégration de ces patients en fonction de leur dimension, en fonction de leurs difficultés. Pardon. Un psychiatre célèbre disait dans notre pays, on juge une société à la manière dont elle s'occupe de ses fous. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, notre société, je lui mets un zéro pointé. Hein. Voilà. Hein, c'est parce que elle a créé la peur du fou à nouveau dans la société. Elle a créé avec des campagnes médiatiques scandaleuses, elle a fait entrer dans les esprits que la schizophrénie était une pathologie dangereuse, il fallait pour cela créer des institutions quasiment carcérales. C'est un scandale, tout ça bien sûr lié à une crise économique, hein, bien sûr, tout est lié, hein, rien ne fonctionne indépendamment les uns des autres, mais moi je suis outré d'entendre tout ce que j'entends, alors que je sais parfaitement qu'un schizophrène n'est pas plus dangereux que n'importe qui. Hein. Et d'autre part, s'il est passé à l'acte, il faut toujours qu'on se questionne. Qu'est-ce qui a failli dans son entourage, chez nous? C'est pas tellement la personne. Lui, bien sûr, il sera interrogé là-dessus, mais nous devons nous questionner. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Voilà, c'est ça la question. Hein. Quelles sont nos lacunes? Qu'est-ce qui ne marche pas pour que une personne, dans un parcours de détresse, n'arrive pas à trouver les bonnes réponses aux questions qu'il pose à sa façon, bien entendu. Lorsque il y a 2 ou 3 ans, j'écrivais un livre et je suis retourné lire quelques historiens je suis tombé sur le passage d'un livre où un grand historien disait il ne faut pas confondre Hitler et Staline. Hein. Il disait le nazisme c'est l'équivalent du fascisme, c'est la destruction, c'est bon, on connaît bien. Il comparait, il disait le stalinisme, ça n'est pas du fascisme, disait-il, c'est du totalitarisme. Ça m'a beaucoup questionné, hein, bien entendu, et d'autant plus que je suis quelqu'un qui n'a pas oublié, hein, lorsque les partis communistes étaient au pouvoir dans les pays de l'Est, comme on disait chez nous, hein, les campagnes violentes et quotidiennes de nos médias contre
les partis communistes de l'étranger, notamment, se situaient derrière ce qu'on appelait le rideau de fer. Bien. Avec des campagnes sur les droits de l'homme, etc., etc. Chose que je partageais d'ailleurs, mais voilà, aujourd'hui, moi je suis devant une question. Je suis dans un pays où nous venons d'avoir des élections. Hein. Dimanche dernier, c'était le deuxième tour des élections vraiment locales, hein, très important, qui était présenté comme un test politique. On constate quoi? L'effondrement du Parti social-démocrate au pouvoir, une droite ultralibérale qui jubile, et puis un parti d'extrême droite qui enlève plusieurs mairies et qui lui aussi sourit quotidiennement devant les médias. Alors, la question est celle-ci. Pourquoi a-t-on justement, je dirais, tiré à boulet rouge sur les atteintes aux libertés, toute la question des droits de l'homme, etc., dans les pays de l'Est, et pourquoi aujourd'hui nos médias tendent complaisamment leur micro à des personnalités politiques d'extrême droite, hein, dont on sait, parce que moi je m'intéresse quand même un peu à ce qui se passe autour de moi et à l'histoire, dont on sait que lorsqu'ils sont au pouvoir, ils ont toujours porté atteinte aux libertés, ils ont toujours assassiné, ils ont toujours éliminé, ils ont supprimé tous les acquis sociaux des populations. Et aujourd'hui, dans notre pays, pour vous donner un exemple, un homme politique disait à la télévision publique, l'extrême droite a eu le droit à plusieurs heures d'antenne, le Parti social-démocrate aussi, bien sûr la droite libérale également, mais les partis progressistes, zéro. 0 minute de temps d'antenne. Il faut quand même se questionner. Hein, quelle question doit-on se poser autour de cela? Est-ce qu'il y a une montée comme ça des idées extrémistes à nouveau? Et à quoi c'est dû? Moi j'ai quelques éléments de réponse, je n'ai pas tout, je ne suis pas un homme politique. Hein. Premièrement, je dis attention, dans mon pays, moi je suis né à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, hein, donc je me suis beaucoup passionné pour cette période, mais aussi pour la période concernant la Première Guerre mondiale, mais je dis je me suis beaucoup passionné. Si je devais aujourd'hui simplement parler de cette époque avec la transmission orale, je ne saurais rien, ou pas grand-chose. Hein. Ça veut dire une ignorance totale sur ce qui s'est passé dans les années, globales, je veux dire, dans les années 30 en Europe, par exemple, avec la montée du nazisme, par exemple, et du fascisme en Espagne, etc., etc., hein, l'avènement de Franco, l'avènement d'Hitler, etc. Je suis sûr aujourd'hui qu'un jeune qui passe son bac, deux jeunes sur trois ne connaissent pas grand-chose de ces périodes-là, on ne leur transmet plus rien. Hein. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, une paupérisation galopante, c'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure en psychiatrie, une déqualification, je dirais une désintellectualisation, si vous voulez. Il faut quand même reconnaître que cela est très présent. Et troisièmement, comme je disais tout à l'heure, une complaisance médiatique pour donner la parole aux extrémistes qui, moi, me pose quand même vraiment des questions. Hein. Vraiment des questions. Pour moi,
l'extrême droite, c'est le racisme, c'est l'antisémitisme, c'est tout ce qu'on voudra. Je lisais hier dans la presse, je préparais mes valises hier soir et je lisais en même temps un journal, et je regardais que une enquête en France qui venait d'être publiée disait que maintenant le racisme était ancré solidement dans la tête de 20 à 25% des Français. Hein. C'est-à-dire que le quart des Français sont racistes. C'est quand même extrêmement grave d'entendre ça. Hein. Alors c'est dû à quoi? Au discours qu'on entend depuis 20 ans avec l'extrême droite. C'est de la faute des étrangers s'il n'y a pas de travail en France, c'est de la faute de ceci, s'il y a de la violence, c'est de la faute à l'immigration, etc. Enfin des discours lancinants que l'on entend depuis 20 ans, et je pense qu'on ne tire pas les leçons d'un passé. Ça n'est pas en étant raciste qu'on réglera nos problèmes, ça n'est pas en rejetant les êtres humains qu'on réglera les problèmes d'une crise économique dont la plupart ne connaissent pas les tenants et les aboutissants, etc. etc. Bon voilà, donc effectivement je suis très inquiet, et comme je suis ici pour parler psychanalyse, d'ailleurs je l'ai publié, j'estime et je dis que la psychanalyse, les grands penseurs de notre pays qui s'en prennent à la psychanalyse, mais s'en prennent à Freud par exemple, en le traitant de fasciste, en le traitant de menteur ou de tout ce qu'on veut, de paranoïaque, enfin tous les qualificatifs sont utilisés, eh bien participent de ce concert, c'est-à-dire sont quand même des gens qui aboient dans, je dirais, dans le même chenil que tous ces gens d'extrême droite, quoi. Voilà, je pourrais dire les choses comme ça. Alors effectivement, moi, je suis extrêmement inquiet quand je vois ce qui se passe dans mon pays. Je ne peux pas, bien sûr, me pencher sur tous les pays européens. Je me suis beaucoup interrogé sur ce qui se passait en Ukraine dernièrement, bien sûr, ou en Russie actuellement, ou dans d'autres pays, mais quand j'entends certains propos autour de moi, c'est vrai que parfois j'ai le sang qui se glace. J'entends plus en plus fréquemment des gens me dire une bonne guerre réglerait les problèmes, hein, comme si une guerre allait régler les problèmes. Hein. On en a eu deux en 50 ans, elles n'ont rien réglé du tout. Hein. Les guerres ne règlent pas les problèmes, ça n'est pas vrai. Hein. Ça n'est pas vrai. Ce sont les marchands de canons qui disent ça pour faire fortune, hein, ou les ignorants. Voilà.